Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des questions-réponses autour des fondamentaux de la cybersécurité. Les documents sont assez denses, on va de l'accès physique jusqu'aux détails cryptographiques aux attaques web. C'est ça. L'objectif, c'est d'extraire l'essentiel de tout ça. On va voir un peu comment les attaquants opèrent, comment on se défend, et puis on va zoomer sur une attaque web précise, très courante d'ailleurs, qui est mentionnée. Exactement. Notre mission, distiller les points clés pour que ce soit clair et rapide. Bon, allez, on se lance. Alors, ce qui frappe tout de suite, c'est que les attaques, ça commence souvent bien avant le code, en fait. L'ingénierie sociale, c'est souvent la première étape. Ah oui, Pensez au phishing, vous savez, ces emails un peu bizarres, ou même, les sources le disent, quelqu'un qui arrive à entrer physiquement, genre en se faisant passer pour un technicien. oui, tout à fait. L'humain, c'est souvent là que ça pêche en premier. Et une fois que cette porte est, on va dire, entr'ouverte, que ce soit par la ruse ou une faille technique, là, les malwares entrent en jeu. C'est ça. Les documents parlent de chevaux de Troie, donc cachés dans des logiciels normaux en apparence, ou les vers qui, eux, se propagent tout seuls. Le but, c'est souvent prendre le contrôle ou voler des données. Et pour les sites web, les attaques directes, l'injection SQL revient souvent. L'exemple du OR A égale à A, ça c'est assez parlant. Oui, c'est un classique. En gros, on manipule la requête pour qu'elle renvoie toujours vrai, c'est ça? Pour contourner un login, par exemple. Exactement. Si la condition devient mot de passe égale ou A égale A, comme A égale toujours A, ça passe. Ça montre bien comment on peut détourner la logique même du système. C'est assez ingénieux dans le mauvais sens du terme, quoi. Carrément. Alors face à ça, comment on se défend? Les sources parlent de défense en profondeur. C'est ça. L'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Plusieurs couches de sécurité, comme un oignon ou un château fort, si tu préfères. D'accord. Les sources citent les outils de base. Le pare-feu d'abord, qui filtre le trafic. C'est un peu le videur à l'entrée du réseau. Puis les IDS, les systèmes de détection d'intrusion, qui, eux, surveillent si quelqu'un essaie de faire des bêtises à l'intérieur. Et au-delà des outils, il y a des principes, j'ai vu. Le moindre privilège. Voilà. Oui, fondamental. On donne juste les droits nécessaires, pas plus. Si un programme ou une personne n'a pas besoin d'accéder à une ressource, on lui bloque l'accès. Point. Logique. Et le fameux zéro trust aussi, ne faire confiance à personne par défaut. Même si la requête vient de l'intérieur du réseau, on vérifie. Toujours vérifier. C'est une philosophie en fait. D'accord. Et pour s'assurer que tout ça tient la route, il y a les tests d'intrusion, les pen tests. Exactement. Des équipes de hackers éthiques, des Tiger Team comme on dit parfois, qui essaient de casser les défenses. Ils cherchent les failles comme le feraient de vrais attaquants, mais pour aider à les corriger. C'est proactif. Bon, et si on parlait d'une attaque spécifique mentionnée, le XSS, Cross-Site Scripting, ça revient souvent. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, le XSS. C'est intéressant parce qu'il joue sur la confiance. La confiance qu'un site web a envers le contenu qu'il affiche, même si ce contenu vient des utilisateurs. Comment ça, chat? Imagine qu'un attaquant arrive à poster un commentaire sur un blog, mais au lieu d'écrire juste du texte, il met un petit bout de code JavaScript dedans. Un script malveillant. Ok. Si le site n'est pas bien protégé, il va afficher ce commentaire, y compris le script. Et quand un autre visiteur, une victime, va charger la page, Ah, son navigateur exécute le script. voilà. Et là, le script peut faire plein de choses. Voler le cookie de session de la victime, ce qui permet à l'attaquant de se connecter à sa place, ou la rediriger vers un faux site pour lui voler ses identifiants, par exemple. Ah oui, d'accord. C'est vicieux. L'exemple script alerte XSS script donné, c'est pour tester ça alors. Si une alerte s'affiche, C'est que le site est vulnérable. Exactement. Il n'a pas correctement nettoyé l'entrée utilisateur. Il a laissé passer le code. donc la clé pour se protéger, c'est de traiter toutes les données qui viennent de l'extérieur comme potentiellement dangereuses. Absolument. Il faut systématiquement échapper les caractères spéciaux, comme les chevrons et apex, pour qu'ils soient affichés comme du texte et non interprétés comme du code par le navigateur. Et valider, valider, valider toutes les entrées. C'est la base de la sécurité web sur ce point. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, on a vu des attaquants plutôt malins qui utilisent autant la ruse, l'ingénierie sociale, que des failles techniques bien précises. Oui, Et en face, une défense qui doit être multiple, des outils techniques, pare-feu, IDS, etc., mais aussi des principes forts comme le moindre privilège et le zero trust. c'est ça. Et l'exemple du XSS montre bien cette dynamique. Une faille simple en apparence, mais qui exploite la façon dont le web fonctionne. La confiance entre le serveur et le navigateur. Les sources montrent bien que c'est une course permanente en fait. Tout à fait.
Et ça m'amène à une dernière réflexion peut-être. On a vu ces techniques un peu séparément. L'ingénierie sociale d'un côté, le XSS de l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe si on les combine? Ah, Imagine un phishing qui réussit à faire cliquer quelqu'un sur un lien piégé menant vers une page vulnérable au XSS sur un site de confiance. Comment ces différentes failles peuvent s'emboîter pour créer une attaque beaucoup plus complexe et potentiellement dévastatrice? c'est une excellente question. Ça montre que la menace est souvent plus grande que la somme de ses parties. Voilà, une question à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.